Bonjour à tous, Olivier Antoine et Estelle Théan. Donc aujourd'hui, l'idée c'était revoir les coûts de revient parce que c'est le premier outil incontournable pour piloter son entreprise. Et malheureusement, l'actualité nous donne raison pour ce sujet que l'on va essayer de traiter au mieux pendant 45 minutes. Donc d'abord, on va exposer plusieurs thèmes et puis ensuite, vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Estelle Théan, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le vin avec une formation commerciale internationale au départ et ensuite en gestion et finance. Et j'ai rejoint OC Conseil il y a 4 ans de cela. Auparavant, j'ai travaillé en propriété sur des postes de développement commercial, œnotourisme, gestion d'équipe dans des propriétés viticoles du Bordelais principalement à l'export. Donc, j'ai rejoint OC Conseil, j'interviens sur la Gironde et le Gers, et puis j'interviens dans des écoles également sur différents sujets. Moi, je suis le, le fondateur d'AOC Conseil. Je commençais par les bases, c'est-à-dire en BTS Vitiono en alternance à Bordeaux. Ensuite, j'ai fait la formation du DUAD, l'INSEC Grandes Écoles et un MBA exécutif en Australie où j'ai travaillé pendant 5 ans à gérer des vignobles pour un négociant qui s'appelle Chapoutier. Et ensuite, j'ai monté AOC Conseil en rentrant et j'écris pas mal de bouquins. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous fêtons les 20 ans d'AOC Conseil avec 12 personnes dans l'équipe d'AOC Conseil, dont 9 consultants. Donc, l'idée, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux et c'est pouvoir vous apporter des réponses pratiques à des problématiques que nous avons au jour d'aujourd'hui dans une phase qui est difficile pour la viticulture et pour le vin et les spiritueux. Donc, on va commencer pour vous présenter l'équipe, effectivement, les différentes régions viticoles avec une équipe back-office aussi à Bordeaux pour un total de 12 personnes sur l'ensemble de l'agence AOC Conseil. Pour commencer, on va partir d'un constat, ce que l'on constate quand même régulièrement nous, dans nos missions auprès des viticulteurs et viticultrices, c'est que souvent, beaucoup de domaines produisent avec une vision économique qui n'est pas assez claire ou pas assez fine et qui finalement se retrouvent à subir les coûts et les charges d'exploitation, notamment quand ils en prennent connaissance au moment des bilans. Donc, on a aussi des fixations de prix qui sont peu ou sans méthode, on va dire, et rarement corrélées avec le réel coût de production, le coût de revient. Donc, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui pour vous donner des outils pratiques et pour vous aider à piloter vos entreprises. Et le résultat, c'est que, bien entendu, on a, comme on le voit à l'heure actuelle, des marges qui se réduisent de plus en plus. Donc, le problème de fond, c'est souvent en raisonnement technique, ce qui a été un peu la force des vins aussi, parce que la France a de très bons techniciens viticoles et on raisonne aussi en termes de qualité, mais souvent peu en termes de rentabilité, parce que le vin, c'est toujours très bien vendu, on a eu de belles années, même si c'est cyclique. Là, je pense qu'on n'est pas dans du cyclique, on reviendra difficilement dans les années passées. Mais quoi qu'il en soit, on doit piloter nos entreprises par rapport à un objectif de performance économique. Et la qualité doit être la base de tout, mais la qualité doit être synonyme de rentabilité aussi. L'objectif de ce webinaire, c'est comprendre votre coût réel par canal de distribution, par cuvée, avec tous les coûts intégrés, souvent les coûts qu'on appelle cachés, qui sont nombreux dans la viticulture. Ensuite, c'est identifier vos leviers. Donc, les axes d'action pour améliorer votre rentabilité, il y a beaucoup de choses à faire. Et quoi qu'il en soit, je pense que c'est important en ce moment de dire non à toutes les augmentations qu'on voit arriver avec toujours pareil, la fausse excuse, un jour c'est le détroit d'Ormuz, un jour c'est l'Ukraine. Ça fait toujours quelque chose, mais c'est toujours les poulets qui payent, c'est-à-dire nous. Et puis aussi prendre des décisions concrètes très rapidement et opérationnelles pour piloter l'entreprise. Donc, sur cette partie, on va d'abord regarder en détail ce fameux coût de revient. Alors, qu'est-ce que le coût de revient? Vous savez certainement, vous avez déjà vu dans vos bilans comptables, ça revient à avoir le coût de production moins notamment le coût de commercialisation. Donc, dans la partie production, on va bien entendu compter tout ce qui va être de la vigne jusqu'à la bouteille, on va dire. Donc, la vinification, l'élevage, les mises en bouteille, l'habillage, le stockage également. Les main-d'œuvre aussi, donc ça, c'est pas toujours évident justement d'avoir des clés de répartition sur vos main-d'œuvre salariées et savoir le temps passé à la vigne ou au chai d'habillage. Ensuite, on va retrouver les structures. La structure, tout ce qui va être charge fixe et administrative,
Puis, toute cette partie commercialisation qui est importante quand on vient prospecter, notamment sur du direct ou quand on fait aussi des dégustations en France, à l'étranger, et toute cette partie logistique également. Ce qui est important au départ, c'est d'avoir bien entendu ce calcul complet du coût de revient. Donc ça, c'est souvent ce qui va vous être donné dans vos bilans, le coût complet qui va venir comprendre, comme on a dit, la partie vigne, la partie vinification, élevage, mise, habillage, matière sèche, bouteilles, bouchons, etc. Et ensuite, on va avoir les coûts indirects. Donc là, c'est là où on vient avoir la main-d'œuvre, tout ce qui va être les charges fixes, les frais commerciaux, la logistique, le transport. Donc, ça vient prendre tous ces éléments-là. Alors, souvent, c'est là que l'on peut avoir des coûts très élevés et c'est là que ça peut être intéressant de venir calculer un coût partiel où on vient justement enlever quelques frais pour se rendre compte réellement de combien cela me coûte à l'hectare sur telle parcelle ou autre. Mais c'est important voilà, d'avoir dans ce coût de revient tous ces éléments-là. Le coût de production, il faut comprendre, calculer, utiliser son coût de revient. Pourquoi? Tout d'abord, c'est important de calculer son coût de production. Ça va vous servir bien sûr pour la rentabilité, cette rentabilité de l'entreprise. Ça va vous permettre d'avoir cette capacité à investir puisqu'elle dépend directement des coûts de production et des charges qui ne font qu'augmenter à l'heure actuelle. On l'a eu également post-Covid sur l'augmentation des matières sèches. Donc, piloter, c'est aussi pouvoir justement mieux gérer vos marges et ça ne doit pas être vu comme un seul objectif de s'enrichir ou ajouter de la valeur, mais c'est aussi de mieux piloter votre entreprise et de pouvoir anticiper justement différentes stratégies. Donc, les bénéfices concrets des marges maîtrisées, on les connaît, mais bien entendu, c'est d'avoir moins de dépendance, moins faire appel aux emplois cachés et puis surtout pouvoir jauger, est-ce qu'on va faire plutôt en interne ou plutôt appel à des prestataires. Ces marges maîtrisées, ça va me permettre aussi de pouvoir entrevoir de l'investissement, gagner en capacité d'investissement. On va pouvoir aussi dégager éventuellement des postes pour du recrutement et d'optimiser aussi certains postes. Et puis surtout d'avoir une position de résilience, on va dire, pour faire face à tous les aléas et de pouvoir justement anticiper encore mieux, même si c'est toujours difficile de prévoir à court, voire moyen terme. Donc, quelques indicateurs clés à piloter qui sont essentiels et à piloter, si possible, mensuellement. Ça va être votre prix de revient, votre coût de revient plutôt par bouteille, coût de production total, idéalement par cuvée. Donc ça, c'est peu connu. Généralement, on va le voir après, vos experts comptables ne l'ont pas toujours détaillé, mais c'est essentiel de connaître votre coût de revient par cuvée. Ensuite, un autre indicateur clé, ça va être le prix moyen de vente. Donc là, c'est votre chiffre d'affaires hors taxe en valeur et de venir le diviser par le nombre de bouteilles en équivalent 75 vendues. Donc ça, c'est un véritable indicateur pour pouvoir justement voir et le faire progresser d'année en année. La marge par bouteille et par cuvée, brut réel et brut potentiel, c'est ce qui va nous permettre, à partir du coût de revient, de notre prix de moyen, de pouvoir avoir notre marge par cuvée. Et bien entendu, le prix de vente conseillé, savoir quel est notre prix final et le taux de rotation des cuvées. Donc, on va regarder ça en détail. Le coût de production, parfois, on a des questions, nous, au quotidien, sur les domaines que l'on suit, qui nous disent, si mon entreprise fait du bénéfice, c'est que j'ai de bons coûts de production. Oui, mais ça ne suffit pas et il faut affiner et avoir davantage d'analytique, on va dire. Certains vont nous dire aussi, je fais mes rendements, j'ai donc des bons coûts de production. Oui, effectivement, le rendement est le premier levier de rentabilité, mais par contre, ça n'indique pas qu'il y a de bonnes marges. Donc tout ça, c'est à prendre justement avec des pincettes. Je demande mes coûts à mon comptable, mais je les attends toujours. Donc là, c'est vraiment la question à se demander, est-ce que votre comptable peut vous aider sur ce point-là? Sinon, à vous d'adopter une méthode et de le calculer et de garder toujours cette méthode. Voilà, si on n'est pas d'accord avec le comptable, toujours, on peut se dire, mais pour quelle raison? Est-ce qu'on a bien donné des process et justement par nature, est-ce qu'il peut venir vous faire une analyse plutôt par nature des coûts engendrés? J'ai comparé le référentiel du vigneron, si vous connaissez le référentiel du vigneron qui est édité chaque année par certaines chambres d'agriculture, notamment celle de la Gironde aussi.
mais il existe de nombreuses variables. Donc, un coût de production est toujours difficile à comparer, mais ça vous donne quand même une base pour vous dire, ben voilà, mon coût à l'hectare est de temps ou mon coût à l'hecto, et ça vous permet ensuite de venir affiner aux besoins. D'autres questions, ça peut être aussi, j'ai mes coûts, mais juste par couleur ou en global. Alors, c'est un début, mais comme on a dit, c'est important d'avoir une analyse plus fine. Cette année-là, j'ai fait de petits rendements, donc cela correspond à une réalité. Maintenant, ce que l'on recommande aussi, ce que beaucoup de cabinets comptables recommandent, c'est de prendre une moyenne olympique pour pouvoir venir justement pondérer ces rendements-là. Auparavant, on se disait, il y a 20 ans, on se disait, on avait une année sur 10, voilà, on savait qu'on n'allait pas faire le plein, comme on dit. Là, c'est beaucoup plus fréquent de ne pas arriver au rendement autorisé. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Donc, ce calcul de coût de production, donc comme on a dit, ça peut être à demander à votre comptable ou sinon reprendre le détail de toutes vos charges du compte de résultat et chaque étape de la vie d'une bouteille. Donc, on va avoir les coûts de plantation, par exemple, les coûts de production du raisin, tout ce qui va être travaux viticoles, intrants, main-d'œuvre à la vigne, tout ce qui va être coût de vinification, cave, élevage, analyse, équipement, œnologue conseil, œnologue viti aussi auparavant. Tout ce qui va être coût de conditionnement, donc tout ce qui va être la mise, tout ce qui va être matière sèche, et bien entendu les coûts de mise en marché, la commercialisation, tout ce qui va être support de commercialisation, communication, la participation à vos salons, à des salons que vous pouvez faire, particuliers ou professionnels, et la création de valeur. Quelle sera la marge intégrée à la construction de mon prix? Donc le bon dénominateur, il est primordial. Cette quantité produite par cuvée, voilà, une fois la méthode choisie, ce qui est important, c'est surtout de ne pas la changer de manière à pouvoir comparer d'une année à l'autre. Voilà, se dire, bon, mais là, j'ai obtenu tel coût de revient pour cette cuvée-là, arriver à savoir si elle est rentable ou pas, et on évolue. Et surtout, l'année suivante, on vient garder la même méthode. Donc là, on a donné quelques exemples. Par exemple, voilà, un coût de revient, c'est un minimum général. Là, par exemple, c'était pour des Bordeaux ou autres cuvées d'entrée de gamme, on va dire, le minimum général à avoir, que l'on peut retrouver dans le référentiel, hein. Selon la densité, selon l'écartement également, vous pourrez avoir un minimum. Des charges de personnel, c'est 30%, certains 40%, selon les services, si on a de l'œnotourisme ou d'autres services sur place. Et bien sûr, on a l'effet rendement. Selon le rendement, mais bien entendu, le coût à l'hecto va augmenter. Après, donc les frais de matière sèche, jusqu'à maintenant, on comptait 60 centimes, 1,50 €. Attention à ces matières sèches aussi, à bien négocier tous les ans avec vos fournisseurs et de les mettre justement en fonction de votre positionnement prix, de manière à générer une marge d'au minimum 20% sur chaque 15 à 20% sur chaque cuvée. Alors, la gestion des rendements, bien entendu, les rendements doivent être maîtrisés et souhaités. On sait que ça a un impact sur vos coûts de production. C'est pas toujours évident, surtout avec les aléas climatiques que l'on connaît ces dernières années. Mais bien entendu, si on produit un vin et qu'on n'a pas le rendement maximum, ça va bien entendu systématiquement, automatiquement augmenter votre coût par cuvée. Donc, c'est toujours arriver à se poser la question, si j'ai des rendements faibles, est-ce qu'ils c'est compensé par une meilleure valorisation ou pas? Et c'est cette analyse chiffrée par parcelle, justement, qui va vous permettre d'affiner au fur et à mesure vos prix de vente également. Comment améliorer ces rendements? Bon, on a vu que les rendements, c'est le gros problème depuis 15-20 ans avec le réchauffement climatique. Gel, grêle, développement du milieu, on a maladie du bois. Donc, on a beaucoup de matières actives qui ont été arrêtées les 25 dernières années. Donc, là-dessus, c'est la première des bases, c'est arriver à remonter ces rendements. Il est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur un levier qualitatif du vin, ce qui a permis à Bordeaux de faire des grands vins, et en France, partout. Mais il va falloir retourner. L'objectif, je pense, maintenant, va être vraiment de retravailler sur des moyennes quinquennales, donc sur 5 ans, sur des hauts niveaux de rendement. Donc, l'analyse des manquants, très important. On ne doit pas avoir de 10 à 15% de manquants. Les maladies du bois ont explosé. Donc, c'est des replantations.
Les besoins en fertilisation, donc beaucoup de gens font des économies, ce que j'appelle le bout de chandelle, parce qu'il y a moins d'argent dans les propriétés. Pour nous, il faut nourrir le bébé. Donc, c'est là où ça démarre. Et puis, revoir les systèmes de taille et aussi revoir les traitements au printemps, peut-être utiliser des produits plus agressifs. Sauf si vous êtes en bio ou bien sûr ou en biodynamie. Enfin, je pense que vraiment le travail doit revenir sur l'augmentation des rendements qui ont trop baissé en France de par le réchauffement climatique. Et donc ça doit être vraiment travailler sur un changement ou une réflexion des itinéraires techniques sur ce problème, quoi. Donc la gestion des matières sèches. Donc là, il faut vraiment revoir les matières sèches parce qu'elles vont encore augmenter à cause de la crise avec le détroit d'Ormuz. Les fournisseurs ont déjà commencé à passer des augmentations. Alors 1 ou 2%, mais c'est que le démarrage. Donc là-dessus, il faut revoir un petit peu, rationaliser peut-être l'ensemble de ces gammes, se regrouper en groupements d'achat. Donc ça, c'est des choses que les CAF coopératives font déjà. Et après, ne pas hésiter à négocier. Et normalement, au mois de novembre, on fait ce qu'on appelle la semaine des fournisseurs. Donc, chaque année, on reprend les 50 familles de fournisseurs et on les met en concurrence. Donc, essayer de prendre des fournisseurs régionaux et un fournisseur international pour mettre tout le monde à concurrence. Donc, ça, c'est les choses qui me paraissent importantes. Il y a du travail à faire sur beaucoup de caves coopératives, de propriétés viticoles. Et ne pas hésiter aussi, quand vous avez des gammes qui ne sont pas assez actives, où il n'y a pas assez d'écoulement, ne pas hésiter à supprimer des gammes pour refaire d'autres gammes. Ça, c'est vraiment important. Et puis, revoir aussi sur les étiquettes, revoir un petit peu les vernis gonflants, aussi massifier, ne pas hésiter à acheter pour une année ou essayer d'acheter en avance pour économiser sur les matières sèches. Mais je pense qu'il est important de se fixer un maximum et sur lequel il faut travailler. Et c'est de travailler de concert avec ses clients, avec ses fournisseurs aussi, pour voir s'il peut y avoir des délais de paiement ou des organisations. Et puis ne pas hésiter à massifier. On connaît les CUMA, mais peut-être des groupements d'achat qui sont intéressants. La gestion du personnel à la vigne, donc ça, à voir si on peut travailler dessus. Quels sont les rendements par jour à faire? Est-ce que j'ai le bon équipement? Est-ce que le management est bon? Est-ce que les heures sup sont nécessaires? Est-ce qu'il est nécessaire, par exemple, de faire plusieurs passages pour des travaux alors qu'un suffirait? Est-ce que je peux mécaniser? Est-ce que je garde mon équipe ou est-ce que je peux en parser avec d'autres équipes d'entreprises externes? Et puis je pense qu'à un moment, il faut se dire, voilà, je ne dois pas dépenser plus de 25% à 30% de ma masse sur le travail humain. Et il faut se dire comment je fais. Donc prendre ces objectifs et plutôt partir à l'envers et dire, voilà, si je vends mon vin tel prix, qu'est-ce que je dois faire pour les matières sèches, qu'est-ce que je dois faire pour la main-d'œuvre, et ainsi de suite. Alors, c'est un exercice qui est difficile à faire avec vos experts comptables ou avec vos consultants préférés, mais ça va être quelque chose qui va être nécessaire au vu des années où nous avons peu de visibilité sur les coûts de production et aussi sur les réseaux de distribution qui semblent un peu en attente au vu de l'âme de fond qui arrive sur la consommation et aussi sur la géopolitique qui est un peu en mode tempête. Donc, sur la gestion du personnel au bureau, même réflexion à avoir, à se poser pour optimiser les postes de chacun. À l'heure actuelle, ce que l'on voit, on a parfois des personnes qui quittent l'entreprise. La situation économique étant plutôt tendue, elles ne sont pas forcément remplacées. Et on voit souvent certaines entreprises qui voient cela plutôt comme une opportunité de repenser certains postes et de les optimiser. Donc là, la question à se poser, c'est les rôles de chacun sont-ils clairs? Est-ce qu'on a un plan de management? Est-ce que c'est mis en place? Est-ce qu'on peut mettre en place peut-être des primes avec des objectifs, des résultats à atteindre? La formation est-elle suffisante? Pensez à bien faire monter en compétence aussi le personnel que vous avez en interne, vos équipes. Et puis, quelles sont les échéances pour des dates butoirs? Bien penser à avoir toujours des deadlines pour des projets de manière à pouvoir avancer. Chaque semaine compte.
Idem pour les heures supplémentaires. Quelle est la règle? Certains me disent « Ah mais oui, nous, on ne nous les paie pas, mais par contre, j'ai pu récupérer un mois au mois de décembre. » Et pendant ce mois de décembre, pendant qu'on était en repos, mais finalement, on n'a pas avancé sur des travaux de fond qui sont parfois nécessaires en hiver. Donc ça, idem, règle des heures sup à identifier et à réglementer pour toute l'entreprise. Donc, les autres dépenses à aussi analyser, c'est matériel viticole, voilà, achat et amortissement intégrés dans le coût. Donc, souvent, c'est pas fait. Donc là-dessus, il y a aussi il y a beaucoup de matériel viticole qu'on utilise peu de temps, qu'on utilise, donc pourquoi pas l'acheter avec les voisins en CUMA. Les barriques. Donc là, vous savez tous la grosse problématique qu'il y a avec HR en ce moment. Donc là, l'amortissement des barriques ou ne pas passer avec des alternatifs et les vendanges à la main. Est-ce qu'il y a encore un atout de faire des vendanges à la main, sachant que le travail avec des machines à vendanger qui travaillent très très bien sont 2,5 fois inférieurs. Les honoraires comptables qui sont intégrés dans les frais généraux, mais aussi les honoraires de l'ensemble des fonctions support sont importantes. Alors, l'idée, c'est toujours pareil. Nous, on a l'habitude de dire que ce qui est important, c'est les 3 V, c'est vin, vigne et vendre. Tout ce qui est externe devrait être externalisé. Donc ça, je pense que c'est peut-être à réfléchir dans ces moments de crise. C'est vraiment un moment de réflexion aussi. Je vends moins, mes coûts de production explosent. Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je garde? Que faut-il que j'externalise? Que faut-il peut-être que je recherche comme élément de développement, par exemple, mise en place de fonctions bureau avec l'IA? Donc, il y a quand même beaucoup de choses à faire pour piloter ces marges et après se développer et arriver surtout à avoir une marge, sachant que l'objectif, je dis bien l'objectif théorique, serait de au moins avoir un minimum de 40% de marge brute sur la vente d'un vin. Piloter ces marges, donc ça c'est essentiel. On a parlé tout à l'heure des indicateurs clés, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc tout d'abord, le prix moyen de vente, c'est le prix réel en global et par cuvée, en hors taxe, toute distribution confondue. Et il permet vraiment d'évaluer la valorisation de sa production. Parfois, j'ai des clients, après avoir calculé le prix moyen de vente, le coût de revient par cuvée et ensuite les marges, le taux de marge notamment, on a décidé d'arrêter quelques produits. C'était sur des petites productions de BIP par exemple, et puis d'augmenter la production sur les cuvées premium. Voilà, donc ça permet aussi de la prise de décision stratégique sur des gammes de produits, des gammes de vins, des gammes de différentes couleurs. Donc, il existe 3 moyens de jouer sur le prix de vente moyen. On a le positionnement prix à partir du prix de vente conseillé. Tout ce qui va être la mix distribution, c'est-à-dire c'est tous les circuits de vente confondus, et puis les mix cuvées, la prémonisation de la gamme, justement, voilà, ça va permettre de pouvoir jouer, de se dire, selon les circuits de distribution, on sait que ce prix de vente moyen va augmenter. Une personne qui vend davantage du marché traditionnel caviste, par exemple, va avoir des marges plus élevées que celui qui vend sur de la grande distribution ou sur des grossistes. Tout dépend. Mais il faut voir aussi en globalité. Donc, chacun de ces moyens doit être accompagné d'une stratégie de communication au service, bien sûr, de la commercialisation. Le prix de vente conseillé, c'est bien entendu ce prix psychologique, on va dire, visible, et il dépend bien entendu de plusieurs facteurs. Donc, si c'est côté consommateur, ça va être la confiance dans le produit, cette notoriété aussi, les stocks bien entendu disponibles. Quand on a des ruptures de stock, ça peut arriver et c'est pas facile à gérer non plus. On a aussi cette dynamique commerciale du domaine qui va avoir un impact ou une légitimité à avoir des prix plus élevés. Et puis, effectivement, il y a certaines appellations qui sont plus recherchées que d'autres. Donc, malheureusement, on voit que ce prix de vente conseillé, ce prix consommateur, il n'est pas toujours corrélé avec le coût de production, et c'est ça qui est important. Donc, les marges sont souvent laissées de côté. Donc, ce calcul des marges, ça va être la marge par bouteille, non par cuvée. C'est notre prix de vente moyen moins le coût de production qui va nous donner cette marge par cuvée et qui va vous permettre justement de piloter et de se dire quelle cuvée est la plus rentable,
la moins rentable, laquelle je dois développer, sur laquelle je dois encore investir. Donc, on va avoir cette marge potentielle par cuvée, par bouteille, qui va vous permettre d'avancer, de jauger au fur et à mesure aussi. Alors, le taux de rotation des cuvées, ça va être par rapport à vos ventes annuelles et vos stocks. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et c'est également important de le connaître auprès de vos clients clés, on va dire, votre top 15 des clients. Connaître leur rotation de stock aussi chez eux. Si eux ont des stocks, qu'est-ce que vous pouvez faire pour justement les aider à avoir une meilleure rotation ? Donc, je vends plus vite que je produis. Attention, est-ce qu'on augmente le prix? Est-ce qu'on augmente la production? Ou notre option, je produis plus vite que je vends. Donc là, attention au stockage, ça paraît vite. On rencontre de plus en plus de propriétés qui ont des stocks chez eux, qui doivent avoir externaliser les stocks. Donc, ça a un coût également. Donc, attention à justement arriver à piloter et se dire, voilà, combien est-ce que je vends annuellement? Quelles sont mes meilleures ventes à l'année? Et maintenant, je dois ajuster ma production. Comment je fais? Donc, avancer à partir de là. Est-ce que je dois baisser ou non ma production? Alors, les coûts souvent oubliés, on fait un petit focus export, puisqu'on travaille souvent sur les marchés export. Rarement oubliés, c'est la partie prospection, notamment, tout ce qui est les salons, les déplacements, les rendez-vous commerciaux. Pas forcément oubliés, mais sous-estimés aussi. Donc, c'est important de venir calculer votre retour sur investissement sur vos actions commerciales également. Tout ce qui va être échantillon. Donc, les coûts d'envoi non refacturés, bien sûr, et tout ce qui est le transport aussi pour les envois d'échantillons ou autres. Et le temps passé, les heures de négociation, de suivi client, tout ça, ça se chiffre. Alors, si vous avez des salariés, c'est plus facile à chiffrer, bien entendu. Si vous êtes propriétaire, il faut vous rémunérer à la juste valeur aussi. C'est important. Donc, un marché parfois rentable peut être déficitaire une fois que tous ces coûts-là sont intégrés. Donc, la question clé, c'est arriver à se dire, est-ce que vous connaissez réellement votre coût de revient par cuvée, par canal aussi, par réseau de distribution et avec tous les coûts, y compris les coûts cachés directs et indirects. Donc ça fait partie des éléments à connaître pour justement affiner votre stratégie, savoir sur quel circuit de distribution vous allez, savoir sur quelle cuvée vous allez développer, une autre gamme, une sans alcool, des bulles ou autre. Tout ça, c'est important et ça vous aidera à la prise de décision. Donc, les coûts oubliés, on en parlait, souvent le temps réel, votre propre temps de travail, surtout si vous êtes le propriétaire et vous comptez pas forcément votre temps, tout ce qui va être amortissement, attention à ces coûts-là également, souvent sous-estimés. Les coûts commerciaux, on en a parlé, et attention à vos stocks aussi qui viennent bien entendu dans votre bilan comptable et qui ont une part importante et souvent des stocks surestimés aussi que l'on peut retrouver. Donc, les leviers qui est, donc en fait, c'est les décisions qui font la différence entre le domaine performant et les autres. Donc, en fait, à partir du moment où j'ai une réflexion, qu'est-ce que je fais opérationnellement? Où je vais? Qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est si j'ai plusieurs qualités de vin, entrée de gamme, cœur de gamme, haut de gamme, eh bien, je travaille mes vignes, mon chai et mes matières sèches par rapport à cette segmentation. Il est clair que la problématique, en tout cas souvent sur la région de Bordeaux, c'est que beaucoup de vins sont vendus à des prix de Bordeaux Sup pour des itinéraires techniques de vente classée. Et en fait, ça devrait être le contraire, avec des rendements qui sont en baisse, comme je l'ai dit, depuis 15 ans du réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment important. Éviter la surqualité, donc ça, c'est la problématique aussi. Donc ça, c'est ne pas produire plus que le marché valorise, mais aussi ne pas partir dans des choses, il faut produire une quantité importante sur un hectare, avec une qualité optimum, mais surtout ne pas faire des passes, des repasses en termes de travail de qualité viticole et sur le vin. Est-ce qu'on a tous besoin de pompes péristatiques? Est-ce qu'il est obligé de faire 3 levages? Je ne suis pas sûr, quoi. Et innover dans la production, donc mécaniser, simplifier, ne pas hésiter à faire des recherches sur des nouvelles pratiques qui sont au jour d'aujourd'hui en développement. On parlait beaucoup de développement de la taille rase plutôt que taille de précision, pardon. Il y a quand même des choses qui ont été mises en place dans l'Anguille qui sont intéressantes, qui peuvent mettre en place en Bordeaux
il est clair qu'on peut risquer de perdre l'appellation, mais est-ce qu'il vaut mieux arracher ou attendre qu'il y ait des améliorations du climat général pour pouvoir repartir derrière, quoi. Et puis, comme je l'ai dit, mutualiser les coûts, se regrouper pour réduire les charges. C'est un moment des crises où on devient innovant, mais c'est peut-être le moment de se serrer les coudes, comme ils l'ont fait dans le Languedoc-Roussillon ou beaucoup dans la Loire aussi. Segmenter les itinéraires techniques, donc ça c'est vraiment très très important. Qu'est-ce que je vends à 2 euros, 3 euros, 5 euros, 6 euros, jusqu'à plus cher, et qu'est-ce que je fais? Donc je dois reprendre l'ensemble, enfin, qu'est-ce que je dois reprendre à l'envers en fait, combien je vends, quelle quantité, ça correspond à tant d'hectares de vignes, et donc comment je travaille ces hectares de vignes du début jusqu'à la fin pour arriver en fait, et je devrais faire ça normalement chaque année après les vendanges, pour relancer l'itinéraire technique. Alors est-ce que j'arrache? Pas j'arrache, c'est toujours très dur pour les vignerons. Ben, moi je dirais qu'il faut adapter son outil de production à son outil de commercialisation, qui est en chute libre aujourd'hui, ou prendre des itinéraires bis, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, la taille de précision, ou réfléchir peut-être à d'autres moyens, mettre en place une société de négoce ou quoi que ce soit. Les structures des itinéraires par cuvée, avec prix de vente bas, prix moyen, prix élevé, entrée de gamme, milieu de gamme, premium. Donc ça, c'est vraiment reprendre les choses à l'envers. Qu'est-ce que je vends, combien je vends, et puis reprendre qu'est-ce que c'est comme bouteille, qu'est-ce que c'est comme bouchon, comment je travaille de A à Z pour reprendre sur une logique de rentabilité pure et dure. Et donc, ce que je l'ai expliqué, vos itinéraires techniques sont-ils alignés avec mon prix de vente? Donc ça, c'est à faire peut-être maintenant, le faire avec votre comptable ou le faire avec vos techniciens et votre équipe et travailler dessus. Donc, je vous ai dit, éviter la surqualité. Donc, produire plus que le marché valorise, ce n'est pas la peine. Et surtout, comment je baisse mes coûts, d'accord? Et puis aussi, les marges. Donc, on travaille beaucoup sur des marges réduites, voire négatives. En dessous, une marge de 15%, 20%, c'est pour nous difficile de s'en sortir. Et ce que fait pourtant la plupart des vignerons qui ont une résilience très importante, ou des caves coopératives ou des négoces. Mais en dessous de 15%, pour nous, c'est difficile. Pour avoir un navire, pour refaire, pour investir et tout. Et donc, il faut prendre ces décisions. Donc, je devrais être toujours normalement sur une marge supérieure à 20%, avec un objectif de 40%, mais je sais que nous sommes très peu à l'atteindre. Je vous ai mis des exemples que vous relirez plus tard sur des vins produits en premium, vendus en produits au milieu de gamme. Voilà, donc destruction de marge. Donc là, il faut prendre des décisions qui commencent au cep de vigne, quoi. Et puis, innover dans la production, je vous l'ai dit, la mécanisation, la main-d'œuvre, il faut réduire sur les tâches répétitives avec une mécanisation. Il faut revoir les process, simplifier. Et puis aussi trouver des alternatives sur des meilleures façons de travailler. Ne pas hésiter à voir vos chambres d'agriculture, à voir vos conseillers viticoles, mais aussi aller voir ce qui se fait dans d'autres vignobles qui ont été précurseurs, comme par exemple, je l'ai dit, Languedoc-Roussillon ou la Loire. Alors, et surtout, voir la perte de temps. Je pense que si vous reprenez, il faut vraiment essayer de segmenter la taille, le carcassonnage et tout ça. C'est où est-ce que je gagne du temps, où est-ce que je perds du temps, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et toujours remettre, est-ce que ce que je taille, est-ce que c'est vraiment en cohérence avec le prix de vente que je vais vendre à la fin. Voilà. J'ai combien d'hectares, pour quelle production je vends, et ainsi de suite. Et puis la mutualisation des coûts, donc j'en ai parlé, les achats groupés, matières sèches, intrants, consommables, le matériel partagé, comme on l'a vu, avec des machines, et puis des prestataires communs pour mettre peut-être ensemble, comme des ouvriers ensemble ou quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment se poser et c'est où est-ce que je peux réduire mes coûts. Et vous verriez qu'il y a des gisements sur les propriétés. En général, nous, on arrive à faire baisser les coûts pour le même, sans abîmer la qualité, parce que ça, c'est la base de tout. On peut baisser les coûts de 20% à 25%. C'est possible, c'est difficile. C'est toujours un peu dans le déchirement parce que nous avons été éduqués dans, je pense, le dispositif d'une grande qualité de produit. Mais il faut qu'on fasse des travaux, des avancées pour passer ce temps qui sont excessivement difficiles. Donc la partie commercialisation, tout à l'heure on a parlé dans ces coûts entre guillemets cachés de la mise en marché. On va les voir davantage en détail ici. Donc on parlait tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est de venir analyser
comme on disait, chaque action commerciale doit avoir son analyse de rentabilité. Voilà, c'est-à-dire que pour tel salon, quel était mon objectif et j'ai dépensé combien et qu'est-ce que je viens mettre dans ce coût-là et combien est-ce que cela m'a rapporté, on va dire. Donc, les salons, les foires, ça va être aussi bien les inscriptions, les stands, les déplacements, l'hébergement, les salaires, mais les échantillons également. Tout ce qui est déplacement, c'est-à-dire les tournées avec vos clients, les tournées agents, tout ce qui est de prospection, rendez-vous, tout ce temps-là, il faut venir le comptabiliser. Et encore une fois, c'est aussi ce qui va vous permettre d'affiner, de vous dire, ah non, mais là, par exemple, les cavistes, moi, je passe trop de temps, j'ai du volume à écouler, c'est pas là qu'il faut que j'aille, je vais peut-être me concentrer davantage sur l'export, plutôt que de faire 2 salons professionnels par an. Finalement, je vais en faire un, mais je vais compenser, je vais faire une tournée terrain, par exemple, Danemark ou Allemagne, et ce sera certainement plus rentable. Voilà, à voir selon au cas par cas. Ce temps commercial, donc ce sont les heures passées avant de négocier et relancer. Encore une fois, quand on a des salariés, c'est toujours plus facile, mais quand si vous êtes le propriétaire et vous êtes en charge de la commercialisation, pensez bien à ce temps-là aussi. Donc, ces coûts sont souvent absents, pas forcément, mais en tout cas minimisés par rapport au calcul du coût de revient, et pourtant, ils sont bien réels. Donc, une question à se poser, ça va être vos actions commerciales sont-elles réellement rentables? Venez analyser chaque action. Quel chiffre d'affaires vous générez grâce à chaque salon ou chaque action? Est-ce que vous avez intégré le coût de votre temps dans votre calcul de rentabilité? Et certains canaux, justement, coûtent-ils plus qu'ils ne rapportent? Le CHR, par exemple, si vous faites que des CHR indépendants, ça peut être très chronophage. Donc, la question à se poser, est-ce que c'est réellement ce circuit-là vers lequel je devrais distribuer mes vins? Donc, ça va vous permettre justement d'arbitrer aussi. Alors, sur la partie 4, on a ces indicateurs de pilotage, les tableaux de bord d'un domaine rentable. Les tableaux de bord, c'est essentiel. Imaginez-vous, voilà, derrière votre volant, sans tableau de bord, vous ne savez pas combien vous avez de kilomètres parcourus, vous ne savez pas à quelle vitesse vous avancez, s'il vous reste de l'essence, de l'huile. Là, c'est la même chose. Sans tableau de bord, on ne peut pas avancer de la même manière, on ne peut pas anticiper. Donc ça, c'est essentiel. Ça demande une rigueur au départ, mais un tableau de bord, ça doit se construire et ça doit se suivre. Ça doit être simple, c'est un outil interne de manière mensuelle. Donc, ces indicateurs clés de rentabilité, on va avoir la marge par bouteille, on va avoir bien entendu la rotation du stock, cette rentabilité aussi par cuvée, hein, ce taux de marge, et ce seuil de rentabilité, c'est-à-dire combien est-ce que je dois vendre au minimum pour couvrir mes charges d'exploitation. Et ça, c'est essentiel. Et si ça ne rentre pas, c'est se dire, ben voilà, là, je prends telle décision, je me donne quelle échéance, 6 mois, 12 mois, 18 mois, mais à partir de là, je dois prendre des décisions. Donc, encore une fois, question de réflexion, quels indicateurs est-ce que vous suivez réellement? Et ce n'est pas les suivre une fois par an, c'est les suivre mensuellement, au moins au trimestre, on va dire. Faites le point et calculez votre marge par cuvée vendue. Est-ce que vous connaissez la rentabilité de vos cuvées? Est-ce que vous avez défini votre seuil de rentabilité? Et est-ce que vous arrivez à piloter votre rotation de stock? Qu'est-ce que je mets en place pour justement pas avoir à payer des frais de stockage? Ce qui n'est pas mesuré ne peut être piloté ni amélioré. Donc, on y revient. Ces tableaux de bord sont essentiels. Devenez des gestionnaires. On vous demande d'être plus que multitâches, mais devenez gestionnaire et pilotez voilà, vos exploitations de manière encore plus fine. Donc, êtes-vous capable de répondre à ces 3 questions pour le diagnostic décisif? C'est simple, c'est quelle est votre cuvée la plus rentable, quelle est votre cuvée la moins rentable et pourquoi cet écart? Donc, l'idée, c'est si vous ne pouvez pas répondre, c'est un levier immédiat d'amélioration. Donc, comprenez les causes de la différence entre votre cuvée la moins rentable et la plus rentable, notez-les et après, il faut travailler dessus. Donc, conclusion et synthèse pour finir, il y a les domaines performants font différemment, donc ils adoptent leurs techniques à leurs objectifs économiques. Ce que je vends, je le produis et pas l'inverse, quoi. Donc, on travaille de la terre jusqu'à la commercialisation et vraiment, on maîtrise chaque coût. Est-ce que c'est rentable? Pourquoi je le fais? Est-ce que ça vaut le coup à court terme, moyen terme, long terme? Et surtout, est-ce que j'ai utilisé tous les leviers pour améliorer cette rentabilité, quoi?
Après, ils maîtrisent leur coût avec précision. Je peux vous dire, pour tailler, ça me prend de temps. Je fais cette taille, pourquoi? Pour produire tant. Depuis 5 ans, j'ai fait tel rendement à l'hectare. Mon coût de production, mon coût de matière sèche, il est de temps, et ainsi de suite. Et la commercialisation, elle me coûte tant à la bouteille. Et ensuite, ils pilotent leurs décisions par les chiffres. C'est-à-dire que la rentabilité doit guider. Alors oui, la qualité, ça là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas bouger là-dessus. Mais qualité, comme je le dis, c'est aussi rentabilité. Donc il faut travailler sur cet arbitrage qui est stratégique. Et donc, on finira sur enfin presque finir, un domaine rentable, on dit que ce n'est pas celui qui produit bien, mais c'est celui qui pilote bien. Voilà, on voit trop souvent, à notre avis, des services qui sont un peu décorrélés, c'est-à-dire qu'on a la partie technique qui fait du super travail, et on a la partie compta qui fait du super travail, et puis la partie direction qui supervise très bien, et puis finalement, c'est jamais mis suffisamment en lien pour pouvoir se dire, OK, je produis, mais à combien, et je vends, mais à combien, et de venir travailler comme ça de manière transversale. Donc, c'est pas facile, mais à l'heure actuelle, c'est essentiel pour nous. J'ajouterai un point là-dessus. Je pense que les objectifs doivent être aussi partagés avec l'ensemble des équipes. Et donc, les équipes ensemble, c'est-à-dire autant de technique que l'ADV, que la commercialisation. Donc, leur dire, nous traversons des époques difficiles, donc on va travailler ensemble pour produire aussi bien avec un coût plus faible, mais aussi faire intervenir les parties prenantes, qui sont souvent les fournisseurs, pour leur dire comment on peut trouver une solution, parce que les fournisseurs ont aussi des situations difficiles, pour peut-être les cartons, les matières sèches et les 50 familles de fournisseurs qui existent. Comment je peux arriver à un meilleur service? Eux aussi ont des choses à vous proposer, pas obligatoirement vous vendre le produit le plus cher, mais surtout être en contact avec l'entreprise la plus pérenne et qui les paiera au jour J, et non pas comme on voit en ce moment avec des difficultés. Et donc là, voilà, pour terminer aussi, cette réalité terrain, on le voit, beaucoup de domaines, malgré un savoir-faire assez pointu, ne connaissent pas toujours leur coût de revient réel, c'est-à-dire réel et surtout par qui. C'est souvent incomplet, voire inexistant. Et pourtant, on y revient, mais c'est essentiel. Ils ne pilotent pas la rentabilité. Donc, il n'y a pas suffisamment de logique de rentabilité. Et ça, c'est essentiel. On l'a oublié parce qu'il y a un moment, ça allait bien. La Chine était ouverte, on vendait plus facilement. Les États-Unis aussi. Et là, on revient sur des marchés très, très tendus. Et là, il faut vraiment avoir cette logique de rentabilité et de pilotage. Donc, pas de tableau de bord, pas de suivi régulier. Et ça vient créer une vulnérabilité économique, surtout dans ces périodes géopolitiquement et économiquement compliquées. Donc, pilotez vos entreprises, ayez des indicateurs. Il y a des outils qui existent, dans le référentiel du vigneron, on l'a cité, à la Chambre d'agriculture. Vos experts comptables peuvent vous aider également, mais affinez votre pilotage, et ça c'est important, et travaillez entre services aussi, et avec les autres aussi, mutualiser avec les voisins en CUMA ou autre. Donc nous, on peut, oui, alors ça c'est la dernière slide, mais au C Conseil, on intervient sur ces points-là plutôt régulièrement. On l'a toujours fait, mais à l'heure actuelle, on voit aussi des propriétés qui allaient bien et qui désormais se posent des questions davantage sur ces marges. On voit bien que les prix plafonnent, les prix de vente, donc il faut tirer plutôt dans l'autre sens. Donc ça, c'est plutôt notre quotidien depuis quelques années. Voilà, donc n'hésitez pas. On reste disponible par email, par téléphone. On vous souhaite de bonnes continuations sur ce printemps qui a bien débuté pour l'instant. On va voir pour la suite. Voilà, Olivier. Ouais, donc je disais, moi je pense qu'il faut être surtout dans l'action, parce que les temps sont difficiles. Par exemple, on voit beaucoup d'augmentation de fournisseurs. Nous, on les refuse systématiquement. Parce que je pense que tout doit être discuté, tout est discutable. Et le fournisseur n'est pas l'ennemi, mais on doit travailler avec lui, ou alors on travaille avec d'autres personnes. Mais quoi qu'il en soit, réfléchir et actionner tout ce qu'on peut pour passer cette période qui est difficile. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Même si on ne travaille pas ensemble, vous pouvez nous appeler, c'est avec plaisir qu'on peut vous aider. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.